Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le traitement de l'hépatite delta en 2020. Vous voyez ici mes conflits d'intérêts. Je vais aborder cette présentation sous la forme d'un cas clinique. Il s'agit d'une patiente de 28 ans, originaire de République centrafricaine, pour qui l'antigène HBS a été découvert lors d'un don du sang en 2010, sous la forme d'un portage inactif du virus de l'hépatite B. En décembre 2017, elle est hospitalisée dans le service de maladies infectieuses et transmissibles devant un tableau d'hépatite aiguë avec une asthénie, des troubles digestifs, l'absence d'ictère et une apyrexie. Et comme vous le voyez, les résultats biologiques montraient des transaminases à plus de 3000, avec des fonctions hépatocellulaires qui restaient correctes. L'échographie retrouvait un foie sans particularité, sans signe d'hypertension portale, mais avec une vésicule à parois épaissie, comme on peut le voir dans les tableaux d'hépatite aiguë. Le bilan virologique retrouvait un antigène HBS à 2700 unités internationales par ml, des IgM anti-HBC négatives et un profil stable avec des anticorps anti-HBe positifs et une charge virale inférieure à 2000 unités internationales pour le VHB. Alors, devant ce tableau pouvaient être évoqués plusieurs diagnostics, dont une hépatite fulminante, une réactivation du virus de l'hépatite B, une migration lithiasique, mais les données cliniques et biologiques étaient plutôt évocatrices soit d'une surinfection par le virus de l'hépatite C ou par le virus de l'hépatite delta. En fait, les données du bilan complémentaire ont montré qu'il s'agissait d'une surinfection par le virus de l'hépatite delta. Les sérologies d'hépatite A et d'hépatite E étaient négatives, de même que le bilan virologique de l'hépatite C. Sur le plan de l'hépatite delta, la charge virale était retrouvée à 7,5 log. Et de façon notable, les anticorps anti-VHD, IgG et IgM étaient retrouvés négatifs. L'interrogatoire avait permis de retrouver un contexte de probable contamination sexuelle, car son conjoint était suivi pour une hépatite delta. Par la suite, la patiente a été perdue de vue et n'est revenue consulter dans notre service d'hépatologie qu'au mois de juin 2019. La biologie retrouvait toujours des transaminases élevées, autour de 400, avec des fonctions hépatocellulaires qui restaient correctes. L'échographie abdominale était sans particularité. Et sur le plan virologique, on retrouvait un antigène HBS à 7200 unités internationales par ml, une charge virale du VHB plus faible qu'auparavant, à 22 unités internationales par ml, indiquant donc la virosuppression par le virus delta. L'ARN delta était à 8,4 log et il s'agissait d'une infection par un génotype 1 du VHD. À ce stade-là, se posait la question de la prise en charge de cette patiente, et finalement, il a été décidé de réaliser une biopsie hépatique pour analyse histologique et permettre la stadification de son hépatite delta avant de décider d'un éventuel traitement antiviral. Voilà les résultats obtenus au mois de septembre 2019, au moment de cette évaluation histologique. Sur le plan biologique, toujours persistance d'une élévation des transaminases à plus de 200, stabilité du bilan virologique pour l'hépatite B et pour la charge virale delta. Les marqueurs non invasifs de fibrose hépatique étaient plutôt rassurants, avec une élasticité à 6,6 kPa et un fibrotest à 0,22, tous deux suggérant plutôt une fibrose hépatique minime. La biopsie hépatique, par contre, a montré des signes histologiques compatibles
avec une co-infection VHB-VHD, une activité inflammatoire marquée et une fibrosport avec déjà des septa, et le score Métavir était A3F2, voire A3F3. Ceci montre qu'il faut être très prudent dans l'évaluation de la stadification de l'hépatite delta et qu'il est donc préférable d'aller vers une analyse histologique plutôt que de réaliser une simple évaluation par des marqueurs non invasifs. Par ailleurs, l'évolution rapide en 2 ans vers une fibrose F2, F3 est cohérente avec les données d'histoire naturelle de l'hépatite delta. Devant ces données, il est donc décidé de traiter cette patiente et donc plusieurs modalités thérapeutiques pouvaient être discutées, notamment avec l'interféron pégylé alpha pour inhiber le VHD et le VHB, ou bien une combinaison de l'interféron pégylé alpha avec un analogue de nucléoside. Alors, ces deux traitements reposent donc sur l'interféron pégylé, alpha-2A, le Pegasis, qui n'a pas d'AMM dans l'hépatite delta, mais qui est utilisé du fait des recommandations internationales. Il permet d'inhiber la réplication du VHD et du VHB. Et puis les analogues de nucléosides ou nucléotides qui peuvent permettre l'inhibition de la réplication du VHB, mais n'ont pas d'impact sur le VHD. Ici, vous avez un résumé des différentes études avec l'interféron pégylé dans l'hépatite delta. Et vous pouvez voir que en fin de traitement, la réponse virologique, c'est-à-dire une charge virale indétectable, peut être observée chez environ 20 à 50% des patients. Il faut bien noter que toutes ces études sont hétérogènes et de petite taille. Le taux de réponse virologique soutenu se trouve entre 20 et 30%, et là aussi, il faut bien sûr rester prudent dans ces interprétations du fait de la taille de ces études. Il y a eu des études récentes, randomisées, qui ont été vraiment importantes, donc notamment l'étude IDIT-2, qui comparait l'interféron pégylé alpha-2A avec ou sans ténofovir pendant 96 semaines pour l'hépatite delta. Et comme vous pouvez le voir, en termes de réponse virologique sur l'hépatite delta, il n'y avait pas de différence significative, que les patients reçoivent ou non du ténofovir. La réponse virologique soutenue était entre 23 et 31%, 24 semaines après l'arrêt du traitement. Donc le ténofovir n'augmente pas le taux de réponse virologique au virus delta en fin de traitement, ni même à plus long terme. Alors, il y a bien sûr beaucoup de questions qui sont posées pour essayer d'améliorer la prise en charge de l'hépatite delta, l'augmentation de durée du traitement. Et vous voyez ici les résultats d'une étude à 5 ans du NIH qui n'a pas montré de bénéfice clinique de cette prolongation de traitement à 5 ans. Des questions qui se posent aussi au niveau de la prédiction de la réponse au traitement par interféron pégylé. Le génotype viral, certaines études suggèrent que le génotype 3 serait plus facile à traiter. La réponse virologique à la 24e semaine de traitement permettrait d'identifier des patients qui auront une SVR. Le déclin de l'antigène HBS à la semaine 12 pourrait aussi être intéressant. Néanmoins, toutes ces données reposent sur des études quand même de relativement de petite taille. Un point important est dans l'ensemble de ces études, et principalement dans l'étude IDIT-1 avec des suivis prolongés, ont pu être observées des rechutes tardives après interféron pégylé, puisque pratiquement la moitié des patients qui avaient une SVR
24 semaines après l'arrêt du traitement, ont rechuté dans les années suivantes. Ceci souligne donc l'importance de bien surveiller les patients, même après une ESVR. Alors, les recommandations internationales pour le traitement de l'hépatite delta jusqu'à l'été 2020 étaient les suivantes, et on va se concentrer principalement sur celle de l'EASL. L'interféron pégylé était le traitement de choix pour les co-infections chez les patients ayant une maladie hépatique compensée. Qu'en cas de réplication du virus d'hépatite B, un traitement par analogue de nucléoside doit être considéré. Et la durée du traitement par interféron pégylé était de 48 semaines, quelle que soit la réponse virologique sous traitement, si, bien entendu, le traitement est bien toléré. Alors, revenons au cas clinique. Notre patiente a donc reçu un traitement par interféron pégylé une fois par semaine, associé au tenofovir, selon les recommandations de l'EASL. À la semaine 12, on avait une réponse virologique initiale, charge virale B indétectable. L'ARN du VHD avait diminué de 2 log et on voyait une diminution de 50% des transaminases. Néanmoins, on retrouvait des effets secondaires de l'interféron qui étaient incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle, et il a donc été décidé d'arrêter le traitement à la semaine 16. Donc se posait la question devant une hépatite delta avec fibrose extensive d'envisager un nouveau traitement qui pourrait reposer soit sur un inhibiteur d'entrée, le Mircludex, qui s'appelle maintenant Epcludex, soit un inhibiteur de prénylation, le lonafarnib, soit un inhibiteur de sortie du virus, un polymère d'acide nucléique, NAP. Vous voyez ici les cibles de ces traitements. Le Mircludex ou Epcludex est un inhibiteur de l'entrée du virus. Il va bloquer l'interaction de l'enveloppe du VHB avec le récepteur hépatocytaire. Le lonafarnib est un inhibiteur de prénylation et donc de l'assemblage du virus. Et les polymères d'acide nucléique sont des inhibiteurs de la sortie du virus de l'hépatite delta. De ces nouveaux traitements, il faut aussi rajouter l'interféron lambda sous forme pégylée, et ceux-ci sont pratiquement tous en essai clinique de phase 3. Alors, le point nouveau de l'été 2020 a été l'AMM conditionnel au niveau européen du Mircludex, donc qui s'appelle maintenant Epcludex, pour lequel l'EMA a donc reconnu que le Mircludex permettait d'obtenir un bénéfice clinique chez les patients ayant une hépatite delta, avec des effets secondaires qui sont communs, comme l'élévation des acides biliaires et des réactions au point d'injection. L'indication de l'Epcludex est donc l'hépatite delta avec un ARN positif dans le plasma chez des patients ayant une maladie hépatique compensée. Et ce traitement doit être prescrit par des médecins ayant une expérience dans le domaine de l'hépatite delta. Je vais vous montrer quelques résultats concernant le Mircludex, donc une étude de phase 2 présentée par l'équipe allemande de Wedemeyer, avec différentes doses de Mircludex, de 5 ou 10 mg en monothérapie ou en association avec l'interféron ou le tenofovir. Avec les doses de 2 et 5 mg, on voit avec l'interféron des résultats extrêmement intéressants, avec des baisses de charge virale delta et un ARN indétectable chez 40% des patients, donc avec l'association
de Mircludex et d'interféron 24 semaines après l'arrêt du traitement. De façon intéressante, avec la petite dose de Mircludex, 2 mg plus de l'interféron pégylé, 27% des patients perdaient l'antigène HBS. Il y a eu une deuxième phase dans cette étude avec du Mircludex à 10 mg, soit en association avec l'interféron, soit en association avec le tenofovir. Vous voyez ici les résultats en termes de réponse virologique sur l'hépatite delta, qui montrent qu'en association avec l'interféron, la meilleure combinaison est le 10 mg avec l'interféron pégylé, 6 logs de baisse de charge virale et 86% d'ARN delta indétectable en fin de traitement, à la 40e semaine de traitement. En combinaison avec le tenofovir, l'Epcludex permet d'obtenir une baisse de charge virale de 4,5 log, donc plus importante qu'à 2 mg, comme cela pouvait être attendu. Par contre, en ce qui concerne la réponse sur l'antigène HBS, ce sont en fait les petites doses d'Epcludex avec l'interféron qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats en termes d'éradication de l'antigène HBS. Maintenant, si on passe à des expériences de la vraie vie, l'Epcludex à 10 mg en compassionnel dans l'expérience italienne chez des patients cirrhotiques en combinaison avec le tenofovir a permis des baisses de charge virale chez ces deux patients de façon intéressante d'environ 4 logs avec une normalisation des transaminases. Maintenant, l'Epcludex est en étude clinique de phase 3 et on va donc attendre les résultats pour savoir quelles sont les meilleures combinaisons, les meilleurs schémas thérapeutiques pour nos patients. Revenons au cas clinique de notre patiente. Nous sommes à l'été 2020. La patiente a été finalement intolérante à l'interféron. L'Epcludex est disponible en ATU de cohorte et le dossier a été analysé en RCP. A été décidé donc de traiter cette patiente par Epcludex avec du tenofovir, donc à 2 mg d'Epcludex sous-cutané, une injection quotidienne, plus le tenofovir. Ceci a été initié à la mi-juillet 2020 et on a des résultats à la fin août 2020 qui montrent une baisse de charge virale delta de 3 logs, puisqu'il est maintenant à 5 logs, et déjà une normalisation des transaminases. Donc maintenant, le suivi à long terme nous montrera si nous pouvons obtenir un résultat avec une indétectabilité de la charge virale et possiblement un arrêt du traitement, mais ceci donc nécessitera une surveillance à plus long terme. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est jusqu'à l'année 2020, le traitement par interféron pégylé était le seul traitement recommandé par les sociétés internationales, avec ou sans NUC. Il permet une réponse virologique chez 20 à 30% des patients 24 semaines après l'arrêt du traitement. Il faut bien noter la possibilité de rechute tardive, nécessitant donc une surveillance à long terme. Le pronostic à long terme est amélioré chez les patients répondeurs. Et nous avons maintenant des nouvelles molécules antivirales qui sont en essai clinique de phase 3, l'Epcludex, le lonafarnib, les polymères d'acide nucléique et l'interféron pégylé lambda. Donc l'Epcludex 2 mg qui avait une ATU de cohorte en France a obtenu une AMM conditionnelle au niveau européen à l'été 2020. Il est disponible en France dans le cadre de cet AMM conditionnel depuis la mi-septembre en pharmacie hospitalière. Les critères d'initiation sont identiques à l'ATU de cohorte avec un ARN viral delta positif, une fibrose extensive F3, F4, ou bien une fibrose F2 avec élévation des transaminases.
Il faut connaître la possibilité d'ATU nominative pour les cas hors critères et ne pas oublier qu'un observatoire de l'ANRS, Goulet-Delta, permet d'inclure les patients pour une surveillance à plus long terme. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à prendre des questions.